Bonjour à tous pour cette séance donc, de présentation du livre, du très beau livre, L'énigme de la vie dans le cosmos, coécrit par Thérèse Encrenaz et Athéna Koustenis. Alors, bon, je l'ai lu, c'est vraiment passionnant, mais je ne vais pas vous dévoiler ce que c'est pas à moi de parler, ce qui est dommage d'ailleurs, j'aurais été vraiment ravi de le faire, mais je ne suis pas du tout compétent dans ce domaine-là. Et donc, enfin, vous verrez, c'est extrêmement riche. Moi, ce qui m'a impressionné dans le livre, mais on le reverra tout à l'heure, c'est la variété des disciplines qui sont convoquées pour aborder cette question. Et puis, bon, le caractère étonnant, bien sûr, puisqu'on rejoint la science-fiction. On passe de la biologie fondamentale à l'astrophysique, en passant par la robotique dans l'espace, et puis la science-fiction aussi. Et donc voilà. Et donc on va laisser donc à peu près une demi-heure, c'est ça, à Thérèse Encrenaz, et puis une demi-heure à Athéna Koustenis pour nous présenter ce superbe livre. Et puis ensuite, bien sûr, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions, mais sinon moi j'en ai, mais c'est plutôt à vous de poser les questions. Donc Thérèse, c'est à vous. Merci. Le micro est à vous. Merci de nous avoir invités, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de parler d'un sujet qui nous passionne et sur lequel donc nous avons consacré un livre qui est celui de l'exobiologie et de la recherche de la vie en dehors de la Terre. Bien entendu, cette quête de la vie dans l'univers ne date pas d'hier. On retrouve les traces dans la littérature jusqu'à l'Antiquité. Déjà, Épicure croyait en une infinité de mondes, et puis il y avait d'autres philosophes à l'époque et après qui avaient des positions différentes. Enfin, il y avait déjà un beau débat. Et puis ensuite, le débat est reparti à l'époque de Copernic, en fait, avec donc l'avènement du système héliocentrique, et beaucoup de philosophes et de scientifiques comme Giordano Bruno, Galilée, Huygens, aussi ont évoqué l'existence possible de planètes autour d'autres étoiles et, bien sûr, avec les planètes, la possibilité que la vie soit présente. Et puis plus tard, Fontenelle et Flammarion ont écrit 2 livres très célèbres sur la pluralité des mondes habités en particulier. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un environnement habitable? En fait, il y a 3 conditions plus une. Les 3 premières sont réunies sur le triangle que vous voyez là, l'eau liquide que vous voyez en haut, les éléments nutritifs qui sont en fait le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, plus le phosphore et le soufre, qu'on désigne très joliment sous le nom de schnops. Ça a l'avantage d'être facile à retenir. Et la 3e condition, c'est la source d'énergie, qui peut être une énergie solaire ou stellaire, mais pas seulement, ça peut être une énergie chimique ou géothermique, comme vous le verrez. Donc ça, c'est les 3 piliers, si vous voulez, 3 coins du triangle. Et puis la 4e condition, c'est un environnement stable, parce que l'expérience de la Terre nous montre quand même qu'il a fallu beaucoup de temps pour que la vie apparaisse et se développe. Donc voilà les 4 conditions nécessaires à la vie. On demande également aux biologistes comment ils peuvent caractériser le vivant. Et là, on trouve, je pense qu'ils sont à peu près tous d'accord pour mettre 3 fonctions en avant. La première, c'est la différenciation du milieu ambiant, c'est-à-dire la capacité, avec une membrane, de séparer l'être vivant de l'extérieur. Les membranes, en fait, elles sont faites de lipides. Ça, on sait constituer des membranes à partir de molécules chimiques bien connues. La deuxième, c'est la capacité à utiliser l'énergie du milieu ambiant, c'est-à-dire de stocker l'énergie et d'effectuer ce transfert. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et il y a une molécule qui, sur Terre, réalise cette fonction. On l'appelle ATP, adénosine triphosphate. Elle a cette fonction de stocker l'énergie. Et puis la 3e condition, évidemment, c'est la reproduction avec l'évolution. Et ça, c'est le code génétique qui est transféré par les acides nucléiques et en particulier, bien sûr, l'ADN que vous voyez représenté à droite ici, avec sa double hélice
qui, en se séparant, est capable de générer 2 molécules identiques. Alors, on peut se poser la question de savoir quand la vie est apparue sur la Terre, et on sait que c'est à au moins 3,5 milliards d'années. On ne sait pas exactement comment ça s'est produit. En fait, il y a 2 possibilités, soit une origine extérieure, soit une origine interne. L'origine extérieure, c'est les molécules prébiotiques, c'est-à-dire les molécules qui, par chimie, donnent finalement le vivant. Elles pourraient être venues de l'espace par les météorites et les micrométéorites qui viennent des comètes. Et puis, ça, c'est une possibilité. Mais la deuxième, c'est que la vie soit apparue au fond des océans, dans les sources hydrothermales, où là, la source d'énergie, ça n'est plus l'énergie solaire, bien sûr, c'est l'énergie géothermique. Et actuellement, je crois qu'il y a une certaine tendance à privilégier cette deuxième hypothèse, qu'on trouve donc dans les fumeurs noirs et fumeurs blancs, où il y a une vie extraordinairement riche qui s'est développée sous les fonds sous-marins. Voilà, c'est une petite introduction. Maintenant, posons-nous la question, où est-ce que nous pouvons rechercher la vie dans l'univers ? Eh bien, nous prenons la première condition, qui est l'eau liquide. Ça, c'est facile, parce que pour avoir l'eau liquide, il faut une température comprise entre 0 degré Celsius, ça c'est vrai pour toutes les pressions, et la limite supérieure, c'est 100 degrés Celsius sur la Terre parce que la pression est d'une atmosphère. La limite supérieure, bien sûr, varie un petit peu en fonction de la pression de l'objet. Donc, on va chercher autour des étoiles à quelle distance on peut avoir l'eau liquide. Et ce que vous voyez là sur ce diagramme, c'est en abscisse donc l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance à l'étoile. Et ce que vous avez en ordonnée, c'est la masse de l'étoile. Au milieu, vous avez l'étoile jaune qui représente le Soleil avec son système solaire. Au-dessus, vous avez les étoiles plus massives et plus brillantes. Donc évidemment, la zone habitable, celle qui nous intéresse, va être plus loin puisque l'étoile est plus brillante. Et puis les petites étoiles que vous voyez en bas, les naines rouges, c'est le contraire. La zone habitable se rapproche parce que l'étoile est moins brillante. Et vous voyez qu'il y a 2 types d'habitats possibles. Il y a ceux qui concernent les surfaces planétaires. C'est ceux dont on va parler dans cette première partie. Il faut que la surface de la planète soit à la bonne distance pour que la température permette l'eau liquide. Ça, c'est facile. Mais vous voyez qu'il y a à droite une deuxième catégorie d'habitats qui sont les habitats profonds. Ce sont les habitats que l'on pourrait rechercher dans l'eau liquide des océans qui sont à l'intérieur des satellites des planètes géantes. Et ça, Athéna vous en parlera tout à l'heure. Après cette petite introduction, on va commencer un tour d'horizon, en fait, des objets qui nous intéressent. On commence par les planètes proches de nous. Et déjà, donc, un petit rappel de où est la Terre dans le système solaire. Là, je vais très vite. Vous savez qu'il y a 2 catégories de planètes. Donc, les planètes telluriques ou terrestres ou rocheuses, c'est pareil, qui sont près du Soleil, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis, plus loin, après la ceinture d'astéroïdes, vous avez les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Après, au niveau de Neptune et au-delà, vous avez une deuxième ceinture d'astéroïdes qui s'appelle les objets transneptuniens, c'est la ceinture de Kuiper. Et là, vous avez couvert une distance qui fait à peu près 100 unités astronomiques, c'est-à-dire 100 fois la distance Soleil-Terre. Mais le système solaire ne s'arrête pas là. En fait, si vous faites un bond jusqu'à 40 000 ou 60 000 unités astronomiques, vous trouvez une large coquille qu'on appelle le nuage de Oort et qui est en fait le réservoir des comètes nouvelles. Et là, vous êtes à la frontière du système solaire, et si vous faites encore 4 fois, là c'est une année-lumière à peu près, c'est-à-dire la distance que met la lumière pour parcourir en une durée d'une année. Et si vous allez encore plus loin, pour trouver les premières étoiles, alors il faut faire encore 4 fois ce trajet-là. Donc voilà, c'était pour fixer le paysage en quelque sorte. Et maintenant, je vais vous parler des planètes telluriques, Vénus, la Terre et Mars. Vous les voyez là représentés avec la bonne échelle de taille. Vous voyez la Terre au milieu, ça on connaît. Hein. Et maintenant, regardons Vénus à gauche et Mars à droite. Vénus est plus près du Soleil, elle est plus chaude. Mais ce qui est étonnant, c'est que son atmosphère, qui est riche en gaz carbonique, en dioxyde de carbone,
a une pression énorme, presque 100 fois la pression à la surface de la Terre. Et sa température est de plus de 450 degrés Celsius, c'est-à-dire que c'est une fournaise. Maintenant, on va de l'autre côté. Mars est plus loin, donc elle est plus froide, c'est normal. Elle est aussi nettement plus petite. Et là, c'est le contraire. On a une pression qui est très ténue, moins de 1/100 de la pression terrestre, et une température qui voisine les moins 40 degrés Celsius. Donc la première question qu'on se pose, c'est, au départ, elles se sont formées dans le même environnement, ces trois planètes. Comment est-ce possible qu'elles aient connu une évolution aussi divergente? Eh bien, la réponse, maintenant, on la connaît, c'est l'effet de serre. Alors, un petit mot sur l'effet de serre. C'est un phénomène, en fait, très simple. Imaginez une serre de jardinier. Une serre de jardinier, vous avez un espace limité par des vitres qui sont soit en plastique, soit en verre, mais dans les deux cas, elles laissent passer le rayonnement solaire. Donc ça chauffe à l'intérieur de la serre. C'est bien pour ça que ça intéresse les jardiniers. Mais si ça chauffe, il va y avoir un rayonnement émis que vous ne voyez pas avec vos yeux, c'est le rayonnement infrarouge. Ce rayonnement infrarouge, il va se propager, mais les parois de la serre vont la bloquer, parce qu'elles sont transparentes au visible, mais pas à l'infrarouge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les parois bloquent le rayonnement infrarouge, le renvoient vers l'intérieur, et le mécanisme s'accélère, et ça chauffe de plus en plus. Alors, l'atmosphère, c'est exactement la même chose. Vous mettez l'atmosphère à la place de la paroi de verre, et vous avez une analogie parfaite, c'est-à-dire que sur la Terre, ou sur Vénus, sur la Terre, disons plutôt, le rayonnement solaire arrive à la surface. Donc, la surface, le sol chauffe, le sol émet un rayonnement infrarouge qui est bloqué par les nuages. Pas encore trop dans le cas de la Terre, mais beaucoup dans le cas de Vénus. Pourquoi? Parce que Vénus est constituée de CO2, de gaz carbonique, essentiellement. Et c'est un gaz qui est à effet de serre, c'est-à-dire que sa constitution atomique fait qu'il absorbe et qu'il émet le rayonnement infrarouge. Sur la Terre, on a de la chance, parce que l'oxygène et l'azote ne sont pas des gaz à effet de serre. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, d'éviter le destin funeste de Vénus. Donc, la planète Vénus, voilà, je vous ai dit ce qu'il en était, une atmosphère essentiellement de CO2, la couche nuageuse qui la recouvre et qui est opaque au rayonnement visible, elle est faite de H2SO4, acide sulfurique, donc vraiment pas sympathique du tout. La température, je vous ai dit, très élevée, la pression très élevée. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un volcanisme qui a été très actif dans le passé. Ça, on le sait grâce aux mesures radars qui ont été faites. Les radars, c'est un rayonnement radio, pénètrent à travers les nuages, et on a refait comme ça une synthèse de la surface. Ce sont des images de synthèse que vous voyez là, qui montrent qu'il y a eu un volcanisme passé extrêmement actif. Et peut-être est-il encore par endroits encore actif, mais c'est une question qui est encore ouverte. Cependant, ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'au départ, le Soleil n'était pas aussi chaud qu'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, parce qu'on a étudié les étoiles de tous les types, les étoiles de type solaire en particulier, et on connaît l'histoire des étoiles. On sait qu'il y a 4 milliards d'années, le Soleil a rayonné 70% de ce qui rayonne aujourd'hui. Autrement dit, le Soleil était moins brillant, donc la température de surface de Vénus était plus faible qu'aujourd'hui, et il est tout à fait possible que nous ayons eu des océans. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Soleil s'est mis à chauffer, à chauffer, à chauffer, la température s'est élevée, l'eau qui était présente au départ s'est dissociée et s'était échappée, et la planète est devenue complètement sèche, en fait. Vénus n'a plus d'eau du tout aujourd'hui. Alors, est-ce que, cependant, alors pour revenir à la vie, il n'est pas impossible qu'il y ait eu, on n'en sait rien, de la vie à la surface au tout début, quand il y avait des océans. Cependant, avec la température qui monte, les océans qui partent, la vie n'a pas pu rester à la surface. Cependant, il y a des scientifiques qui pensent qu'il n'est pas impossible que, au niveau des nuages, elle est migrée progressivement. Parce que maintenant, au niveau des nuages de Vénus, on est à une pression de 100 millibars à peu près, c'est-à-dire 0,5, 0,1 bar.
et la température est compatible avec le liquide. Et on sait qu'il y a des gouttelettes d'eau liquide qui tiennent compagnie à l'acide sulfurique dans les nuages de Vénus. Donc, il y a des scientifiques qui disent ce n'est pas impossible qu'il y ait des micro-organismes qui vivent à ce niveau-là. J'ajoute tout de suite qu'il n'y a aucun élément pour justifier cette hypothèse. Mais l'hypothèse existe et il y a des gens qui y croient très sérieusement, donc je mentionne la chose. On peut regarder Vénus comme une catastrophe environnementale, en fait. À gauche, vous voyez une représentation d'artiste de Vénus telle qu'elle a pu être au début de son histoire, c'est-à-dire en gros une planète avec des océans et des montagnes et des continents. Et vous voyez au milieu ce qu'elle est aujourd'hui, au milieu et à droite ce qu'est devenu la planète, c'est-à-dire vous voyez le sol au milieu et la couche nuageuse de H2SO4 à droite. Ben, ceci, ça nous montre le résultat de l'emballement de l'effet de serre. Et évidemment, c'est un questionnement très grave pour nous, parce que ça montre que quand le CO2 commence à augmenter, on ne sait pas comment l'arrêter. Et c'est un problème, évidemment, tout à fait crucial dans le cas de l'avenir de la Terre. Pour conclure avec Vénus, un mot sur les missions spatiales qui sont en préparation. Il y a une mission européenne qui s'appelle Envision, qui a pour objectif donc de rechercher, essayer de comprendre comment on en est arrivé là, dans le cas de Vénus en quelque sorte. C'est un orbiteur, c'est-à-dire une sonde qui est en orbite autour de la planète, avec un radar pour observer le volcanisme très en détail. Et puis vous avez deux autres missions, elles sont sur la droite, elles sont préparées par la NASA. L'une qui s'appelle Veritas, qui est proche de Envision, et une autre qui est une sonde de descente qui ira mesurer in situ les propriétés des nuages et des gaz de l'atmosphère. Voilà, c'était Vénus. Maintenant, je vais passer à Mars. Mars, en fait, a beaucoup plus intéressé les exobiologistes de tout temps. Alors, Mars, c'est le contraire, je dirais, de Vénus, c'est-à-dire qu'elle est plus petite, plus froide. À la différence de Vénus, elle a une forte obliquité. 25 degrés, c'est très proche de l'obliquité de la Terre, ce qui veut dire qu'il y a des effets saisonniers. Et ces effets saisonniers, ils sont particulièrement forts parce que l'atmosphère est ténue. Et si elle est ténue, elle réagit très rapidement aux variations du flux solaire. Donc vous avez des phénomènes comme des tempêtes de sable, des vents extrêmement violents. Là aussi, une atmosphère très ténue de CO2. C'est intéressant de voir que vous avez du CO2 sur Mars et sur Vénus, ce qui laisse à penser qu'il y a eu du CO2 aussi sur la Terre au départ. Simplement, dans le cas de la Terre, il y avait les océans, et les océans ont piégé le CO2, et c'est ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui pour en parler. Alors, quand on parle d'exobiologie et de Mars, je ne peux pas ne pas citer l'aventure des canaux martiens, qui a défrayé la chronique à la fin du XIXe siècle. Giovanni Schiaparelli, qui est un astronome italien, faisait des dessins, comme tout le monde à l'époque, et a cru voir des structures rectilignes sombres à la surface de Mars. C'est ce qui est représenté sur les deux globes que vous voyez. Schiaparelli lui-même était assez prudent sur ce que ça voulait dire, mais il y avait à l'époque des hommes puissants et très riches qui se sont emparés de cette nouvelle et ont déclaré qu'il y avait des Martiens intelligents qui créaient des canaux pour irriguer leur terre, parce qu'on savait déjà à l'époque qu'il y avait très très peu d'eau sur Mars. Alors un débat scientifique s'en est suivi, mais malgré tout, tout le monde n'était pas d'accord avec Percival Lowell et les autres. En particulier, Eugène Antoniadi, qui est un astronome grec qui a travaillé à l'observatoire de Meudon avec la grande lunette que vous voyez représentée à gauche. Il a repris tous ces dessins avec beaucoup plus de précision. Il a montré que tout ça n'était qu'une illusion d'optique. C'est ce que vous voyez représenté. Vous avez à droite le dessin d'Antoniadi, beaucoup plus précis, comparé au canot de Schiaparelli avant. Donc, pour la plupart des scientifiques, l'affaire était entendue, mais le débat a quand même perduré jusqu'à l'arrivée des sondes spatiales, c'est-à-dire les années 60. Alors, le début de l'ère spatiale, eh bien, on commence à voir des images et on voit qu'il n'y a pas de canaux. Donc là-dessus,
Cette fois, la réponse était définitive. Mais les astronomes n'avaient pas désespéré de trouver quand même des traces de vie, et ils ont lancé cette magnifique mission qui était la mission Viking, une mission extrêmement ambitieuse qui avait pour but de rechercher la vie à la surface de Mars. À l'époque, la NASA faisait tout en double, et les Russes aussi d'ailleurs, simplement parce que le taux d'échec des missions spatiales était très élevé. Donc pour limiter les risques, on faisait tout en double. Donc on a eu 2 missions Viking avec 2 orbiteurs et 2 modules de descente. Et dans les modules de descente, il y avait des véritables laboratoires de biologie. Sans rentrer dans les détails, je vous dirais qu'il y avait 3 expériences destinées à rechercher des traces de vie. La première, c'était recherche de métabolisme. La deuxième, recherche de micro-organismes. Et la troisième, recherche de photosynthèse. Donc vous voyez, c'était calqué sur ce qu'on a sur la Terre, évidemment. Mais le résultat a été négatif. Il y a eu tout un tas d'échanges de controverses, comme vous pouvez imaginer, mais au bout du compte, tout le monde est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de vie décelée sur Mars. Et en plus, le spectromètre de masse qui mesure donc la composition des molécules n'a vu aucune molécule organique. Et ça, évidemment, ça a créé une déception immense, au point que le programme martien de la NASA a été arrêté pendant 20 ans. C'est pour vous dire si l'exobiologie était déjà dans la tête du public comme celle des scientifiques, déjà extrêmement importante. Donc il se passe 20 ans, et puis en 1996, nouveau coup de théâtre. Cette fois, c'est une météorite. Vous savez que les météorites donc, sont des pierres qui tombent du ciel, qui sont des pierres interplanétaires, et il y en a quelques-unes qui viennent de Mars. On peut les identifier par leur composition chimique. Et une équipe, en 1996, a annoncé que sur cette météorite qui était tombée en 1984, ils avaient trouvé des traces de vie. Alors ça a fait tout un foin médiatique, évidemment. Mais en fait, quand on regarde de près, il n'y avait pas de preuves. Il y avait un faisceau d'indices convergents. Mais les indices en eux-mêmes n'étaient pas définitifs. Alors les indices, ils avaient trouvé des carbonates. Ils croyaient, c'est l'image que vous voyez en bas à droite, ils croyaient avoir vu des nanobactéries fossiles. En fait, ce n'était pas ça. Ils trouvaient des cristaux de magnétique et puis des molécules polycycliques aromatiques. Mais ça, c'est des choses qu'on trouve ailleurs que dans la vie, en particulier dans le milieu interstellaire. Donc finalement, il n'y avait aucune preuve tangible de la présence de vie. Et au bout du compte, alors une controverse qui a duré des années, et finalement la communauté s'est rangée à l'idée qu'il n'y avait aucune démonstration de preuve de vie dans cette météorite. Donc encore un échec, mais en même temps, en 1996, il se passe quand même quelque chose. Parce que les astronomes, ils ont regardé les images de Viking. Viking, il n'a pas fait que l'expérience de biologie. Hein. Il avait tout un tas d'instruments pour mesurer tous les paramètres physiques, chimiques de Mars. Et donc, les astronomes ont regardé les images. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait des traces d'écoulement fluviatile. C'est ce que vous voyez représenté sur ces 2 images ici. Des réseaux de vallées qui laissaient penser que l'eau liquide avait coulé dans le passé de l'histoire de Mars. D'où un regain d'intérêt dans les années 1996, avec pour la NASA un nouveau slogan. La NASA adore les slogans. C'était « Follow the water », chercher l'eau. C'était plus chercher la vie, c'était chercher l'eau. C'était moins ambitieux, plus réaliste, c'est vrai. Et puis aussi, faster, better, cheaper, parce que Viking, c'était tout sauf fast, cheap. Donc, ils sont revenus à des orbiteurs. Déjà, ils ne les envoyaient plus que par un et non pas par paire, identiques. Et puis, ils avaient une instrumentation qui était beaucoup plus focalisée. Et alors, on a eu une série d'orbiteurs, comme ça, les orbiteurs, donc en orbite autour de Mars. Il y en a eu. Alors, Mars et tous ont apporté effectivement une confirmation du fait qu'il y avait de l'eau, que l'eau liquide avait coulé dans le passé. Et ce que vous voyez là en haut à gauche, c'est une carte altimétrique. En fait, c'est l'altitude de Mars. Et ce qu'a montré cette sonde Mars Global Surveyor, c'est qu'il y avait une ligne de rivage, c'est-à-dire d'altitude constante, qui laissait supposer qu'il y avait un océan au nord. Le nord est plus bas, hein, les altitudes sont plus basses. Et l'idée qu'il en est sorti, c'est qu'il y avait eu, à une époque, il y a 3 milliards d'années, un océan au nord de Mars.
Et ceci a été confirmé par des mesures radar d'une autre sonde Mars Express, lancée plus tard, européenne celle-là. Ce que vous voyez là en bas, c'est une carte de Mars vue du pôle Nord, et vous voyez qu'il y a toute une région qui semble avoir connu un océan liquide autrefois. Autre indice, alors au milieu, vous voyez la carte de Mars Odyssée, et là, ce qu'a montré cette mission-là, c'est qu'il y avait de l'eau en sous-sol, sous forme de pergélisol, en fait, c'est-à-dire un mélange glace-roche, en particulier sous les pôles. Parce que là, quand c'est très bleu foncé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. Et vous voyez que, c'est une carte étalée, évidemment, vous voyez que sous les pôles, c'est particulièrement riche en glace. Et troisième résultat, par Mars Express à nouveau, la présence d'argile dans les terrains anciens. Or, les géologues nous disent que pour faire de l'argile, il faut de l'eau qui coule en abondance. Donc tout ça va dans le sens qu'il y a eu énormément d'eau liquide dans le passé. Suite à ces résultats, donc, la NASA a envoyé un robot très performant qui s'appelle Curiosity, lancé en 2012. Cette fois-ci, les ambitions, évidemment, se restreignent un peu à chaque fois. On cherchait un site habitable. Ce que la NASA appelle un site habitable, c'est un endroit qui réunit les conditions que l'on connaît, qui permettraient éventuellement à la vie d'apparaître. Ces conditions, c'est qu'il y a eu de l'eau liquide, effectivement, sur ce site Yellowknife Bay. C'est un ancien lac, donc l'eau a coulé. Le pH est neutre, ça veut dire qu'il n'est ni acide ni basique, faible salinité, et puis nos fameux éléments SNOPS sont présents. Et aussi, le fer et le soufre dans différents états d'oxydation. Ça, c'est important parce que ça permet des réactions avec des échanges d'électrons qui peuvent donner une source d'énergie chimique qui est nécessaire pour avoir une chimie plus complexe. Dernière étape, donc, mars 2020. Alors, on saute quelques années et ça a été lancé donc en 2020. C'est un rover, donc un robot, qui est à peu près comme Curiosity, à la différence que lui, il est capable de collecter les échantillons, c'est ce qu'il a fait, et de les sceller dans des caches, je crois que ça s'appelle. C'est ce qu'il a fait. Il en a gardé une partie qu'il a gardée à l'intérieur du véhicule, et puis il y en a d'autres qu'il a posées sur le sol, dans l'espoir qu'une autre mission plus tard viendra les chercher. Et c'est ça qui, malheureusement, a échoué finalement, parce que l'idée, en lançant Persévérance, c'était que dans la décennie qui vient, une autre mission, à la fois NASA et ESA, enverrait les autres véhicules qui permettraient d'aller chercher ces échantillons, les ramener en orbite martienne et ensuite les ramener sur la Terre. Le projet était très joli, mais il était très cher, et puis voilà, sous l'administration Trump, le projet a été annulé par la NASA tout simplement. Et c'est très dommage parce qu'en fait, avoir des échantillons qu'on peut ramener sur Terre pour les analyser avec tous les moyens dont on dispose, c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus prometteur et beaucoup plus riche que les laboratoires qu'on a dans les rovers eux-mêmes. Donc voilà, on a perdu cette mission Mars Sample Return. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, nous avons une mission qui s'appelle ExoMars, qui a aussi une histoire compliquée, puisqu'elle est constituée d'un orbiteur qui a été lancé en 2016 entre l'ESA et la Russie à l'époque, qui marche très bien d'ailleurs, qui est toujours en opération. Et il devait y avoir une autre partie qui était un robot qui devait être aussi lancé avec les Russes. Mais voilà, il y a eu la guerre en Ukraine, suppression de toutes les relations entre l'ESA et la Russie, beaucoup de négociations, et au bout du compte, il y a maintenant un accord entre l'ESA et la NASA qui prévoit d'envoyer ce rover en 2028. Alors vous me direz, un rover de plus, pourquoi faire? Eh bien, il a quelque chose de très intéressant, ce rover, c'est qu'il a un drill, c'est-à-dire un forage, qui peut descendre à 2 mètres. Et ça, c'est une chose qui n'a jamais été faite et qui apportera un complément extraordinaire à toutes les mesures qui ont été faites jusqu'à présent. Alors, un mot sur l'exploration de Mars et de ses lunes. Donc, on avait au départ trois missions de retour d'échantillons. Celle du milieu, comme on a dit, elle est annulée. Mais il reste la mission japonaise MMX
qui va partir cette année pour ramener des échantillons, non pas de Mars, mais de Phobos, qui est une lune martienne. Et puis, vous avez un projet chinois qui est en cours de développement, dont je vais vous dire un mot aussi. Alors, le retour d'échantillons de Phobos, donc ça va partir très prochainement. Bon, l'intérêt exobiologique est moindre, parce qu'en fait, l'objectif, c'est essayer de comprendre comment les lunes de Mars se sont formées, soit par capture gravitationnelle, soit par collision d'un astéroïde qui est rentré dans Mars. Je passe. La mission chinoise, par contre, est certainement la plus prometteuse en termes de retour d'échantillons. Les Chinois ont prouvé aussi bien sur la Lune que sur Mars qu'ils sont extraordinairement performants. Et ils ont un projet qui est beaucoup plus simple que l'ancien projet Mars Sample Return, avec simplement 2 vaisseaux. Et on peut raisonnablement penser que ce sont les Chinois qui rapporteront les premiers échantillons martiens. Pour conclure, Mars, par le passé, donc la vision de gauche, ça a pu être vraisemblablement un monde plus chaud et plus humide qu'aujourd'hui, une atmosphère plus dense qui à l'époque était protégée par une magnétosphère, parce qu'au départ, il y avait une dynamo, mais l'énergie interne a diminué progressivement jusqu'à s'éteindre, la dynamo a disparu, la magnétosphère a disparu, l'atmosphère s'est échappée et Mars s'est refroidi pour devenir la planète éteinte qu'on connaît aujourd'hui. Et je conclus sur cette dernière diapo. L'homme sur Mars, on en entend parler dans les médias. Qu'est-ce que nous en pensons? Beaucoup de mal, pour toutes les raisons que je ne détaillerai pas, mais que je liste ici. Premièrement, il n'y a pas de justification scientifique. Les missions robotiques ont fait leurs preuves. Et si les missions robotiques ont fonctionné, c'est parce qu'on pouvait miniaturiser les fonctions. On ne peut pas miniaturiser le corps humain, rien à faire. Un risque de contamination des traces de vie locale, parce que la NASA dit en même temps, on cherche la vie sur Mars et puis on va envoyer des humains. C'est complètement contradictoire. Si on envoie des humains, on va tout polluer, c'est sûr. Des défis technologiques qui ne sont pas résolus, un coût exorbitant, un danger pour le corps humain, avec l'impesanteur et les radiations cosmiques, tout un tas de raisons qu'il faut se méfier beaucoup. Là-dessus, je m'arrête et je laisse la parole à Athéna pour la suite. Merci Thérèse pour cette introduction qui va me permettre maintenant de vous faire voyager un petit peu plus loin dans le système solaire. Alors pour faire une petite transition, effectivement, si vous allez chercher la vie quelque part et que vous l'amenez avec vous, ça va poser un petit souci. C'est pour cette raison-là que le comité de recherche spatiale, que le COSPAR, a instauré une politique, c'est la politique de la protection planétaire. Je suis la présidente de ce comité et le but, c'est de mettre en place des règles que toutes les agences spatiales doivent suivre quand ils envoient des missions en fonction de l'intérêt que représente pour l'exobiologie, pour l'astrobiologie, pour la recherche de la vie, l'objet qui est votre cible. Donc ainsi, pour Mars, par exemple, on ne cherche pas la vie actuelle, mais comme vous le disiez Thérèse tout à l'heure, même des traces de vie passée sur Mars sont très importantes. Ça pourrait nous dire que, par exemple, la vie a émergé dans notre système solaire dans 2 endroits différents. En même temps, ça multiplie quand même les probabilités pour que la vie aussi soit développée dans d'autres systèmes planétaires. Ça augmente ces probabilités. Donc, en protection planétaire, on oblige les agences spatiales soit de stériliser complètement leurs vaisseaux spatiaux, soit de nous dire, et parfois même les deux, qu'est-ce qu'ils apportent avec eux comme, par exemple, organique, comme un inventaire organique, parce que ça, c'est très important pour nous de savoir qu'est-ce qui part avec eux. Alors moi, quand j'ai commencé mes études à l'Observatoire de Paris à Meudon, où on est toutes les deux, au département de l'IRA, on m'avait expliqué, oui, t'es mignonne, mais les planètes sont toutes prises, hein, que ce soit les terrestres ou les grosses planètes géantes. Donc, on va te donner quelque chose à travailler, c'est les petits satellites, qui, pour le moment, ne présentent aucun intérêt, mais c'est pas grave, regarde un petit peu, voir s'il y a quelque chose. Il se trouve qu'il y avait les missions Voyager qui étaient passées par là,
Et effectivement, ils avaient montré qu'il y avait quand même des choses intéressantes, notamment pour un satellite qui s'appelle Titan, sur lequel j'ai fait mon doctorat. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'embarquer sur une mission spatiale qui allait vers Saturne. Je vais tout vous dire, mais pour le moment, la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, on ne dit plus qu'il n'y a aucun intérêt d'aller regarder les petits satellites, c'est les images que vous voyez ici à droite. Vous voyez ces geysers. Ces geysers émanent d'un petit satellite qui s'appelle Encelade, et c'est autour de Saturne. Et c'est avec le satellite Europe qui est au-dessus, lui par contre, et autour de Jupiter, c'était les premiers indices qu'on avait que quand même il se passait quelque chose de bizarre dans le système solaire externe, parce que la zone traditionnelle d'habitabilité, c'est la bande bleue que vous voyez ici, et vous avez la Terre au milieu, ça tombe bien, mais vous avez d'un côté Mars et Vénus, Thérèse vous en a parlé, au-delà, franchement, la zone d'habitabilité, l'eau liquide n'existe pas à la surface. Et donc, tout l'intérêt d'aller beaucoup plus loin, c'était de regarder ce qui allait se passer, en fait, sous la surface. Et ne rigolez pas, parce que la petite bestiole que vous voyez là, à droite, c'est en fait Stephen Hawking qui l'a imaginé. Et vous avez sur YouTube un petit documentaire où il imagine des petites bestioles comme ça qui sont dans le fond des océans d'Europe. Et aussi l'exploration qu'on pourrait faire avec les sous-marins que vous voyez un petit peu au-dessus. Mais au milieu, je vous ai mis quand même une icône un petit peu plus sérieuse, parce que vous voyez, l'idée ici, c'est qu'il peut y avoir de l'eau au-delà, beaucoup plus loin dans le système solaire externe, sauf que cette eau-là, elle ne peut pas exister dans les conditions actuelles. Au niveau de la surface, on parle d'objets qui sont extrêmement froids, sans parler du fait qu'ils sont très très sombres parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc je peux vous parler d'un certain nombre de satellites, je ne peux pas tous vous les raconter. Vous savez qu'aujourd'hui, on a presque 200 satellites autour de Saturne, et il y en a une centaine autour de Jupiter, donc il y en a plein. Ils ne sont pas tous aussi intéressants les uns que les autres, mais les 5 satellites que vous voyez ici, par exemple les 3 Europe, Ganymède et Callisto autour de Jupiter, et Titan et Encelade autour de Saturne, ont été explorés, comme je vous le disais tout à l'heure, par un certain nombre de missions. Il y a eu Voyager, que j'ai dit tout à l'heure, il y a Galileo, et il y a aussi la mission Cassini-Huygens, beaucoup plus récente. Par contre, à l'avenir, vous avez un certain nombre de missions, 3 missions que je cite ici en dessous. Vous avez JUICE, je vais vous en parler, Europa Clipper, et aussi Dragonfly. Dragonfly, c'est une belle mission qui va aller vers Titan prochainement. Alors, je vais commencer par le système de Jupiter. Ça n'a rien à voir avec l'exposition aujourd'hui, mais j'adore ces images. Ça vient de la mission qui s'appelle Juno, qui est actuellement sur place dans le système de Jupiter. Mais quand même, vous avez une petite photo de Ganymède, qui est un des satellites qui va nous intéresser. Je vais vous parler donc de ces satellites qu'on appelle galiléens. Vous savez, ils ont été découverts par Galiléo. Et la distance qu'ils ont par rapport à Jupiter. Jupiter, c'est une grosse planète. Elle a manqué de s'allumer comme notre Soleil. Et si c'était le cas, on serait dans un système binaire. Et je ne devrais pas dire on serait, parce qu'on ne serait pas, parce qu'un système binaire n'est pas du tout un milieu très propice à la vie. Ce n'est pas du tout un environnement stable. Mais vous voyez bien que Io, dont je ne veux pas beaucoup parler, Io, elle est très proche de Jupiter, et les effets de marée dans ce pauvre petit satellite créent des volcans. Il y a 400 volcans à la surface, le fer fond à la surface de Io. Donc quand on parle de milieu habitable, ce n'est pas du tout sur Io qu'on va y aller. Donc on va prendre les 3 autres satellites, et parmi les 3 autres satellites que vous voyez à la droite de Io, il y a Europe, il y a Ganymède et il y a Callisto. Et Europe, vous voyez que c'est encore tout près de Jupiter. C'est la raison pour laquelle elle est soumise aussi à l'effet des radiations de cette énorme planète géante, la plus grande de notre système solaire. Et c'est ça qui fait qu'en fait, sur Europe, on a aussi quelques petits soucis quand on fait des missions spatiales. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc si on cherche ces océans d'eau liquide sous la surface, pour ce qui est du système de Jupiter, nous avons Ganymède, qui est le plus gros satellite du système solaire.
C'est vraiment même plus gros que Mercure. Hein. Vous savez, c'est vraiment un gros satellite. C'est un satellite qui possède un océan, on pense, d'eau liquide à son intérieur. Je vais vous dire comment on le sait. On a aussi Callisto. Callisto, c'est un satellite dont on ne connaît pas grand-chose. C'est un gros satellite, mais on ne sait pas s'il est différencié à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce qu'on a pu créer cette petite hydrosphère, c'est-à-dire cette petite région sous la surface qui peut contenir de l'eau liquide. Et enfin, vous avez Europe, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu des indices assez rapidement qui nous ont montré qu'Europe avait peut-être un océan d'eau liquide, pas très loin d'ailleurs de la surface en son intérieur. Et du coup, voilà, on a Ganymède, effectivement. Ganymède, c'est un satellite qu'on connaît depuis longtemps. Il a une caractéristique assez exceptionnelle, il a un champ magnétique. Il a un champ magnétique induit, ce champ magnétique induit interagit avec la magnétosphère de Jupiter, et donc vous avez un milieu très complexe autour de Ganymède. Ce que vous voyez là défiler, vous le voyez à peu près parce qu'il y a un peu trop de lumière, mais c'est la surface de Ganymède lors d'un survol par la mission Juno en 2021, et on pense qu'effectivement, comme on constate qu'il y a ce champ magnétique induit et qu'il y a par ailleurs des aurores qu'on voit sur Ganymède, mais dont les variations ne représentent pas exactement ce qu'on verrait si c'était des aurores qui étaient créées sans un milieu conducteur à l'intérieur du satellite, on pense qu'il y a effectivement à l'intérieur de Ganymède un océan d'eau liquide assez consistant. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on pense qu'il y a 10 fois plus d'eau liquide à l'intérieur, sous la surface de Ganymède, que sur Terre. Par contre, cette eau liquide, elle est piégée entre deux couches de glace. Et les géologues m'ont expliqué, oui, c'est parfaitement possible, il suffit de mettre de la glace avec une certaine pression au-dessus et une autre pression en dessous, et vous pouvez très bien piéger de l'eau liquide entre deux couches de glace. Donc voilà pour Ganymède. Et puis Europe, Europe, c'est le premier satellite qui nous a donné un petit peu l'envie d'aller regarder de plus près ce qui se passait, parce que ce que vous voyez ici à droite en haut, c'est la surface d'Europe dans laquelle il y a des crevasses, il y a des espèces de canyons, il y a des espèces de motifs qui rappellent énormément ce qu'on trouve en Antarctique sur Terre. C'est-à-dire que c'était une surface qui a vécu un resurfacement d'eau de l'intérieur à un moment donné. La glace s'est cassée en petits morceaux et ces morceaux se sont déplacés. C'est exactement ce qu'on voit sur les images qu'on a sur Terre de l'Antarctique. C'est un monde auquel on pense au niveau de la surface, il y a des impacts de météorites et de comètes. Ce que vous voyez ici en bas à droite, vous voyez encore les petites bestioles de Stephen Hawking qui se baladent dans l'océan avec des grands yeux. Et puis, vous avez ce que mentionnait tout à l'heure Thérèse, les fumeurs. La serpentinisation qui fait qu'au niveau de l'océan, effectivement, d'Europe, on peut avoir des sources hydrothermales. Et vous avez entendu tout à l'heure que ces sources hydrothermales viennent du fait que l'océan d'Europe, non seulement il est très près de la surface, mais en même temps, il est en contact avec le cœur du satellite, c'est-à-dire avec les roches. Et c'est exactement ce qu'on a sur Terre. C'est ça qui provoque, effectivement, c'est ça qui donne lieu aux sources hydrothermales, aux conditions redox qu'on trouve et qui conduisent à la vie sur Terre. Donc c'est un satellite extrêmement intéressant. Et donc il y a tous ces mondes-là qu'on aimerait bien aller visiter. Donc il y a 3 missions. Je vous ai déjà mentionné Juno, vous avez vu les images de Ganymède. C'est une mission qui était partie pour regarder Jupiter, mais finalement ils n'ont pas pu s'empêcher, les Américains, d'aller jeter un petit coup d'œil aussi au satellite, parce que on a montré que c'était super intéressant. Et il y a les 2 missions, JUICE et Europa Clipper, qui sont en route. JUICE, c'est très cher à mon cœur parce que j'ai assisté à sa naissance, si je puis dire, et donc effectivement, en même temps, à son départ, à son développement. C'est une mission qui va regarder effectivement l'émergence de mondes habitables autour des planètes géantes et aussi, bien entendu, le reste du système. Et en avril 2023, on a eu Vous entendez des collages? Je sais pas, combien parmi vous ont assisté à un lancement?
Non? Ah ben, profitez-en. C'est... alors, ben, on l'entend pas très bien, mais... Oui? Séparation de Juice confirmée. Et vous allez voir, tout le monde applaudit, tout le monde est content. C'est un super lancement en 2023, en avril, de Kourou, en Guinée. Donc le centre spatial. Et maintenant, Juice est en route vers effectivement Jupiter. Mais vous voyez, donc le lancement avril 2023, on a eu un premier survol de la Terre. Vous savez qu'on a besoin de gagner en énergie cinétique pour pouvoir aller de plus en plus loin avec l'effet gravitationnel. On est passé aussi à côté de Vénus en 2025, en août, et après, en septembre de cette année, on va faire le deuxième survol de la Terre. Comme disait mon copain Carl Sagan, on va regarder ce qu'on détecte, on va détecter probablement la vie, mais pour la vie intelligente, il faudra repasser. Bon, alors, cette mission, elle a beaucoup d'instruments à bord. C'est très important de se rendre compte que cette fois-ci, on a mis le paquet parce qu'on s'est rendu compte de tous les instruments qu'il fallait, qui étaient le plus appropriés pour le genre d'études qu'on veut faire, c'est-à-dire la recherche de conditions habitables dans le système solaire externe. Et donc, on a plein d'instruments différents, des spectromètres, des caméras, des instruments qui mesurent les effets des particules et de la magnétosphère. Et on va aussi regarder, bien entendu, en plus des satellites, toutes les interactions entre les satellites et les anneaux, et aussi la grande planète Jupiter. Alors, je veux me focaliser quand même sur les satellites, mais avant de passer à quelques résultats, je veux vous parler aussi de la mission de la NASA qui s'appelle Europa Clipper, qui est une mission qui, elle, n'a pas Ganymède comme la cible principale, ce qui est le cas pour JUICE. On a pris le gros satellite. La NASA a pris Europe, le petit satellite, mais qui présente la caractéristique d'avoir peut-être l'océan en contact avec la roche intérieure que je vous disais tout à l'heure. Et eux, ils ne peuvent pas se mettre en orbite autour d'Europe. Ils ne peuvent pas parce que le champ de radiation de Jupiter est tellement fort qu'il détruirait tous les instruments si on reste à proximité de l'orbite d'Europe. Moralité, ils font des survols, ils font et ils s'en vont. Donc effectivement, ils vont faire une 50aine de survols et faire des mesures pendant qu'ils font ça. Et les deux missions vont aller à la fin s'écraser sur Ganymède pour des questions de protection planétaire, parce qu'on n'a pas le droit d'aller s'écraser sur Europe. Europe est de priorité plus élevée que Ganymède, du fait que Ganymède a la couche de glace qui protège l'eau. Donc on pense qu'on ne peut pas pénétrer et contaminer la couche d'eau liquide qui se trouve à l'intérieur, alors qu'Europe, l'eau liquide, elle est vraiment au niveau de la surface. Donc pour protéger Europe, les deux missions vont aller sur Ganymède et entre-temps, ils vont quand même nous envoyer quelques belles images de leur petit voyage à travers le système solaire. Donc, notamment, Europa Clipper a regardé Mars et nous a envoyé quelques images de sa topologie que vous voyez ici. Et toutes les deux missions ont regardé l'objet interstellaire, la comète 3I Atlas. Vous savez, c'est le troisième objet qu'on a dans le système solaire avec Oumuamua et d'autres comètes qu'on a vu traverser et qu'on sait qu'ils proviennent, comme disait Thérèse tout à l'heure, de nuages d'Oort ou encore plus loin. Et comment on va faire pour étudier donc ces océans? Comment on va faire pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, où est-ce qu'il se trouve, combien d'eau liquide on a à l'intérieur? Pour le moment, nous n'avons que des modèles, mais en combinant les instruments qui sont à bord de la mission JUICE ou de la mission Europa Clipper, et avec des synergies d'ailleurs entre les deux missions, parce qu'elles vont se trouver, les deux missions, au même endroit, au même moment, pratiquement au même moment, parce que JUICE va arriver au milieu de 2031. Europa Clipper a pris une fusée plus grosse. Vous savez où ils l'ont acheté? Chez Elon Musk. Alors SpaceX, nous on a utilisé Ariane, et du coup, ils arrivent avant nous. Ils sont partis un an après nous, en 2024, ils arrivent un an avant nous.
Mais ils vont être quand même, toutes les deux, on ne leur tient pas à rigueur, si, quand même, on essaye, mais on travaille avec eux, on dit qu'on travaille ensemble, on est des scientifiques, donc on va faire des choses ensemble, on va mettre tous ces instruments en œuvre, là par exemple, en regardant différentes propriétés comme les librations, les déformations de l'orbite et le champ magnétique, et on va combiner tout ça, ça va nous donner à quel endroit se trouve l'océan, quelle est sa profondeur, quel est le volume qu'il contient, et peut-être, si on a un peu de chance et qu'il y a des geysers, la composition. Donc voilà, vous avez deux mondes, effectivement, soit les satellites avec l'eau piégée entre deux couches de glace, soit Europe, c'est-à-dire avec un océan d'eau liquide qui touche vraiment l'intérieur, le cœur de la planète ou du satellite, qu'on a besoin d'explorer. Alors maintenant, je vais vers Saturne. Alors Saturne, il est très cher à notre cœur aussi parce que Cassini, la mission dont je vais vous parler dans un instant, était un des directeurs ou des présidents de l'Observatoire de Paris, où on travaille aujourd'hui. Et il a fait des observations de Saturne à l'époque que vous voyez ici, en même temps que Huygens qui a découvert Titan. Et la mission Cassini-Huygens, donc, elle a été développée pendant les années 90. Là aussi, on a eu un super lancement de Cap Canaveral, c'était génial. Moi, je pleure qu'au mariage et au lancement. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire. Et est arrivée en 2004 dans le voisinage de Saturne. Et là, je peux dire que je pense que quand même Encelade a volé la vedette à Titan. Il y a eu quand même deux lunes assez extraordinaires qu'on a pu observer. Encelade, une lune fabuleuse avec des geysers qui s'éjectent du pôle sud à 400 km de distance et qui ont à l'intérieur non seulement de la vapeur d'eau, mais aussi des organiques, du CO2, du méthane. On trouve vraiment toute une flopée de chimie organique qui émane de ces satellites. Et de l'autre côté, vous avez Titan, qui est le satellite qui a une atmosphère, le seul autre objet dans notre système solaire à posséder une atmosphère très épaisse et une atmosphère constituée d'azote. Exactement la même chose que vous respirez ici en ce moment à 80%. La seule différence, c'est que Titan n'a pas beaucoup d'oxygène, mais les théories nous expliquent que la vie, quand elle est apparue sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène. L'oxygène est venu avec la vie. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque sur Terre? Il y a des théories qui vous disent qu'il y avait du méthane et de l'ammoniac. Et c'est exactement ce qu'on a sur Titan. On a l'azote, mais on a aussi du méthane. On a aussi des lacs, on a des montagnes, on a des volcans, on a des rivières. On a vu des choses assez extraordinaires avec cette mission. Et effectivement, cette mission nous a apporté la preuve que cet objet, Titan, avec des températures très froides au niveau du sol, moins 180 degrés Celsius quand même, mais c'est le seul autre objet qui ressemble vraiment énormément à notre Terre du point de vue de la surface et de l'atmosphère. Franchement, on a un autre objet beaucoup plus petit, ça fait la moitié de la taille de la Terre, mais on a aussi des effets saisonniers. Et si ça vous intéresse, la saison hivernale pour le ski, ça dure 7 ans et demi. Et vous voyez pourquoi j'adore, hein, et la journée dure 16 jours. Vous vous rendez compte, c'est formidable. Et donc, pour aller regarder de plus près cet objet fabuleux, nous avons mis en place une mission qui s'appelle Dragonfly. Et cette mission Dragonfly, c'est qu'est-ce qu'on a tous au jour d'aujourd'hui? On a tous besoin, le téléphone portable certes, mais un drone. Et donc, on va envoyer quelque chose de très fashionable sur Titan qui va aller d'un endroit à l'autre pour étudier cette surface de près et pour essayer de comprendre un petit peu mieux si, au lieu de l'eau, vous avez du méthane, est-ce que la vie peut quand même émerger dans des conditions complètement différentes? On parle parfois des méthanogènes.
ce sont quand même des molécules qui existent et sur lesquelles portent un intérêt les scientifiques assez poussé. Et Dragonfly va travailler avec toute une kyrielle d'instruments pour chercher les environnements habitables au niveau de ce satellite, aussi des biosignatures et déterminer beaucoup plus précisément la chimie organique qu'on trouve au niveau de la surface. C'est effectivement une mission assez extraordinaire, Dragonfly, que vous voyez aussi ici, qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux les satellites dans le système de Saturne, parce qu'on pense que ces satellites peuvent nous apporter des éléments assez essentiels, je dirais même primordiaux, pour mieux comprendre les conditions sur notre propre planète. Ce ne sont plus des objets morts ou des objets qui ne nous intéressent pas, inactifs, etc. On a compris qu'il y a tout un système, un écosystème, je dirais même, de ces objets là-bas, qui en fait sont à l'intersection entre les planètes terrestres et ce qu'on appelle les mondes océaniques. Regardez bien cette image-là avec les océans et regardez les quantités d'eau liquide qu'on trouve, d'après les modèles, sous la surface de ces satellites de glace qu'on appelle des mondes à eau. Ocean Worlds. Donc c'est extrêmement important de garder ça en tête et effectivement pour l'avenir il faut comprendre que ces satellites représentent une catégorie intermédiaire des exoplanètes. Vous avez tous entendu parler des exoplanètes, ce sont les planètes qui tournent autour d'étoiles dans d'autres systèmes, dans d'autres galaxies même parfois, et cette catégorie est très peu connue parce qu'on voit bien les planètes géantes dans les systèmes exoplanétaires. On cherche les petites planètes qui sont dans la zone d'habitabilité par des méthodes comme les vitesses radiales ou la méthode des transits ou même l'imagerie directe de nos jours. Mais il y a une catégorie intermédiaire qu'on ne connaît pas très bien et d'ici à ce qu'on trouve une exolune, je pense que ces objets-là sont extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, vous savez tous l'histoire qui a conduit qu'aujourd'hui, on ait plus de 7000 exoplanètes connues. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Michel Mayor à une époque où il n'était pas encore connu, en 1995, quand il a sorti sa première découverte, 51 Pégasi, que personne ne croyait parce que c'était avec un tout petit télescope et en France. Bon, les Américains qui avaient 10 mètres ailleurs, ils n'étaient pas contents du tout, je peux vous dire. Mais voilà, aujourd'hui, on arrive quand même à détecter des systèmes d'exoplanètes où vous avez effectivement au milieu des planètes dans la zone d'habitabilité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on applique ? On applique des méthodes, comme je vous disais tout à l'heure, pour regarder si on peut trouver les biosignatures, c'est-à-dire détecter effectivement des composantes comme l'ozone, ou des effets de photosynthèse. Je passe rapidement parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on va découvrir à l'avenir. Quand on regarde les planètes terrestres où il y a la vie, vous voyez que le spectre de la Terre est complètement différent du spectre des deux autres planètes terrestres. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les systèmes exoplanétaires reste une grande question aujourd'hui qu'on attaque avec des missions qui sont dans l'espace. Vous connaissez tous le James Webb. Si vous êtes ici, c'est que vous en avez entendu parler de nouvelles découvertes de molécules dans les exoplanètes avec le James Webb, mais il y a d'autres aussi observatoires qui vont venir à l'avenir, comme le Habitable World Observatory, le HWO, qui va être aussi une grande avancée, mais aussi avec des grands télescopes au sol, qui représentent toujours un soutien énorme par rapport à ce qu'on a comme découverte. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a plein de missions spatiales en développement. Il y a toutes les missions actives dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Si vous avez des bons yeux, vous remarquerez qu'il y a quand même deux objets, les planètes géantes de glace, Uranus et Neptune, qui n'ont pas reçu beaucoup d'intérêt, beaucoup de visites jusqu'à présent. Donc, c'est là-dessus qu'on se focalise en astrophysique. Ils ont aussi des satellites extrêmement intéressants aussi, qu'on pense aussi être actifs. Et justement, à l'avenir,
avec ma boule de cristal, je me dis qu'on pourra effectivement espérer avoir des missions spatiales qui vont nous apporter plus d'informations, notamment sur Encelade, qui a été choisi, sélectionné comme une cible privilégiée, aussi bien par l'ESA, dans son fameux programme Voyage 2050, qu'ils ont fait il y a quelques années, c'était 1 ou 2 ans qu'il est sorti, et la DECADA, le fameux programme de 10 ans de la NASA. Toutes les 2 agences, via leur communauté, ont choisi Encelade comme un objet extrêmement intéressant, parce que vous avez vu, il y a les geysers, il y a sûrement de l'eau sous la surface. Cette eau, comme pour Europe, est très proche de la surface. Nous sommes aussi en contact avec les roches, comme on le sait, parce qu'en mesurant ce qui sort des geysers, on a trouvé du sel. Donc, on pense que ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, dans l'ESA, comme partout ailleurs, il y a aussi le programme Exploration que Thérèse vous a mentionné. Et effectivement, c'est dommage parce que la course à la Lune, la mission Artemis, au jour d'aujourd'hui, a bouffé, si je puis dire, le budget qu'il y avait pour d'autres missions spatiales. L'argent qui était censé être donné pour MSR, la partie NASA est partie en grande partie, j'ai dû partir 3 fois, vers la course, les missions Artemis. Et il y en a, comme vous savez, 5 ou 6 missions. Ils en rajoutent de temps en temps parce que le but de l'administration américaine au jour d'aujourd'hui, c'est de retourner sur la Lune. Mais pour ce qui est de l'ESA, l'exploration continue avec un programme Terra Nova qui comprend Mars et l'exploration de la Lune. Et j'ai fini avec ce message comme quoi l'exobiologie et l'exploration vont main dans la main. Le but scientifique provoque la naissance des nouvelles technologies et vice-versa. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci. Thérèse peut revenir. Donc merci à Athéna et à Thérèse pour cet exposé. Je voudrais insister quand même sur le livre qui est extrêmement bien écrit, très clair, et ces notions qui sont quand même complexes sont très bien présentées. Puis, bien sûr, ce qu'on découvre dans le livre, moi, ce qui m'a marqué, c'est que, effectivement, on cherche la vie, mais en même temps, on voit qu'il y a une espèce de... un travail de naturaliste sur ces objets célestes. Et moi, j'ai beaucoup appris, parce que je ne me rendais pas compte qu'il y avait une telle variété, et qu'on arrive à rentrer à l'intérieur et les voir vivre. Alors, moi, j'ai quelques questions, mais ensuite, je vous passerai le micro. Alors, la première chose que j'ai apprise, alors ce n'est pas une question, que j'ai apprise, c'est le rôle du magnétisme. Parce que moi, je pensais que c'était juste pour les marins, et donc que ça ne servait à rien du tout. Et maintenant, c'est visiblement absolument essentiel pour les planètes. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, j'avais juste une question, alors là, une vraie question, sur... Vous vous souvenez, Rosetta, la mission Rosetta, donc, qui a exploré cette comète tout à fait incroyable, avec un nom imprononçable, sur Asimov, je n'arrive pas à le prononcer. Turi, voilà. Voilà. Et alors, vous dites dans le livre qu'on trouve des molécules probiotiques sur cette comète, et en même temps, que ça ne prouve pas que ça vient de ça. Alors pourquoi Voilà, c'est là. Excusez-moi. Alors, oui, effectivement, on a trouvé tout un tas de molécules complexes. Cela dit, on a trouvé un seul acide aminé, c'est la glycine. On n'est pas allé au-delà dans la complexité. Mais en même temps, on avait un spectro de masse et c'est tout. C'est-à-dire que les moyens d'analyse in situ, même avec une mission aussi compliquée que Rosetta, ça permet quand même pas d'aller au-delà de l'analyse chimique. Déjà, je crois que les astronomes étaient très contents d'avoir vu la glycine, premier acide aminé qu'on a trouvé aussi d'ailleurs sur des météorites primitives comme Murchison, Orgueil.
Voilà, effectivement, on n'est pas allé au-delà, on ne peut pas dire qu'on a trouvé des traces de vie sur les comètes, hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben, écoutez, merci, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et donc, ben, écoutez, je vous propose, voilà. Moi, ça me passionne tout ce que vous racontez. Je ne suis pas la seule, hein, voilà. Mais on y met des sommes folles. Et pourtant, on est dans une période où on est obsédé par le retour sur investissement, etc., etc. Et comment se fait-il que les hommes dépensent beaucoup d'argent pour tout ça? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Enfin, moi, ça a tissé ma curiosité. Et la deuxième question, c'est, bon, sur la Terre, en ce moment, il y a les canons qui font du bruit, là. Et pourtant, on voit CNRS, ESA, NASA, etc., etc. Et il y a une espèce de consensus. Je trouve ça extraordinaire. Alors, ce n'est pas votre cœur de sujet, mais vous êtes dans ce milieu-là, donc peut-être vous pouvez répondre. Oui, merci pour la question. On a l'habitude qu'on nous pose cette question, donc je vais vous donner la réponse. Quand vous dites des sommes folles, est-ce que vous connaissez le budget de l'armement en France? Est-ce que vous savez ce que les États-Unis dépensent pour juste des armes, son armée? Et aussi, différemment, je vais comparer le coût d'une grosse, énorme mission spatiale, comme c'était la mission Cassini-Huygens qui a coûté 3 milliards d'euros à peu près, ou de dollars, par rapport au coût quand même et l'investissement qu'on fait pour la médecine, parce que ce qu'on fait aussi, on n'est pas rentré dans les détails, parce que comme vous dites, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais il y a quand même des retombées, que ce soit du geo-return, comme on l'appelle, pour nos industries, sinon les industries ne fonctionneraient pas, mais je peux vous assurer que la somme qu'on met pour une mission spatiale qui part en gros tous les 10 ans, je parle de l'Europe, il y a aussi d'autres missions, ne constitue pas des sommes folles par rapport à tout ce qu'il y a dans le reste de l'environnement. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai dit que c'était la mission vers la Lune qui a fait que la mission MSR est tombée, mais le fait que la mission MSR coûtait effectivement 4 milliards, et ben, tout cet argent-là a été mis dans la guerre, dans les effets de guerre que vous mentionnez tout à l'heure. Par contre, le côté positif que vous avez mentionné, je vous remercie, c'est que les scientifiques continuent de travailler ensemble. Voilà, dans mon comité de la protection planétaire, j'ai 12 agences spatiales et ils viennent travailler ensemble. Et j'ai aussi les industriels, Elon Musk, Virgin, Blue Origin et tout ça. Ça montre qu'il y a quand même un intérêt, que ce soit pour la science ou pour protéger notre planète. Et moi, c'est ça que je retiens. Merci beaucoup. Une autre question? Je voulais juste un petit complément, juste pour dire que tout ce qu'Athéna dit, ça concerne les sciences robotiques. Parce que si vous voulez mettre un homme sur Mars ou déjà même sur la Lune, là, les ordres de grandeur de coût sont d'un facteur 10 ou 100. Donc c'est une raison supplémentaire, je pense, pour s'en tenir aux robotiques, pour tout ce qui est de la science. Merci. Oui, gardez le micro. Moi, je vais aller droit au but. Quelle est votre intime conviction? Est-ce que vous pensez que la vie existe dans le système solaire, puisqu'on a vu qu'il y a de l'eau, mais aussi en dehors? Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement? Et est-ce que, une autre question, c'est est-ce que cette vie peut être très différente de la nôtre? Bon, je commence parce que j'ai le micro, je te le passe après. Moi, quand quelqu'un dit qu'il est tout à fait sûr que la vie existe ailleurs, je suis surprise. Quand quelqu'un dit qu'il est tout à fait sûr qu'elle n'existe pas, je suis également surprise. Je pense qu'on a un énorme point d'interrogation en face de nous. D'un côté, je suis tentée de dire, comme beaucoup de gens, depuis la découverte des exoplanètes, ça change le paysage. Parce qu'avant, on était limité au système solaire, et là, on en a quand même un peu fait le tour. On sait que si on trouve des traces de vie, ce sera forcément des traces extrêmement primitives. Par contre, avec les exoplanètes, elles peuvent avoir toutes sortes de caractéristiques, et le champ des possibles est multiplié à l'infini. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Allez, je te passe à toi.
Non, mais à vrai dire, quand on me pose cette question, je demande si on me la pose en tant qu'Athéna Koustenis ou en tant que scientifique, parce que moi, je ne peux que vous répondre qu'on ne sait pas parce qu'on n'a rien trouvé. Vous savez, les scientifiques ne peuvent travailler qu'avec les données qu'on a en main. Donc, mon avis ne vaut pas plus que n'importe quel avis ce soir dans cet auditoire. Et il y a des débats. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on mette ces diapos où il y avait Bibring et Nathalie Cabrol. C'est un débat que quelqu'un peut-être a suivi, où l'un croit que la vie, non, ça n'existe pas, c'est que sur Terre, et l'autre qu'il y en a partout. Par contre, quand vous dites, est-ce qu'il peut y avoir d'autres formes de vie ? Oui, effectivement, il y a des études, il y a des modèles. On peut par exemple penser à la silicone, au silicium à la place de l'eau, mais l'eau, c'est quand même au jour d'aujourd'hui le solvant le plus efficace tel qu'on le connaît. Et nous, on n'a pas du tout dans le livre cherché à aller beaucoup plus loin que la vie terrestre, parce que c'est déjà assez compliqué d'aller chercher la vie terrestre ailleurs, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent là-dessus. Et je voulais signaler qu'on n'est pas des biologistes, donc on ne pourra pas vous dire exactement comment ça se passe. Je vais vous poser une question sur justement le prolongement de celle-ci. Jusqu'où allez-vous dans la définition de la vie ? Il y a par exemple 500 acides aminés sur Terre, il y en a 20 qui sont utilisés pour le vivant. Imaginez que vous trouviez un acide aminé qui ne correspond pas à ces 20-là, par exemple. Est-ce que vous diriez c'est une possibilité de vie ? Comment est-ce que... Mais non, justement, je viens de vous dire qu'on n'est pas des biologistes. Donc, nous, on cherche des conditions, je dirais, astrophysiques qu'on cherche dans le système solaire. Par contre, une chose que j'entends assez souvent, c'est qu'effectivement, vous savez, l'expérience sur Ray Miller, ils ont même trouvé des acides aminés sur les parois après cette expérience qui était une expérience d'abiogenèse, hein, c'était pas du tout biotique. Et ce que les gens disent, c'est pas parce que vous arrivez à assembler toutes ces molécules et que vous arrivez à faire quelque chose qui ressemble au vivant que c'est du vivant, ou que ça a été vraiment une genèse, une biogénèse. Donc nous, on ne sait pas vous dire à quel moment exactement, si vous parliez de reproduction par exemple, est-ce que la vie a besoin de montrer qu'elle peut se reproduire pour que ce soit du vivant ? On ne peut pas vous dire. Peut-être ajouter une chose aussi pour ce qui est des formes différentes de vie. Il faut rappeler quand même, si on n'avait pas eu, il y a 65 millions d'années, un astéroïde, une météorite qui est tombée en plein Mexique et qui a provoqué une extinction massive, en particulier les dinosaures, eh bien les mammifères qui étaient à l'époque tout petits, parce que les dinosaures régnaient en maître, les mammifères n'auraient pas pu se développer pour donner ce qui est devenu Homo sapiens au bout du compte. Donc, notre présence même est le résultat d'un certain nombre de catastrophes. Parce qu'avant celle-là, il y en a eu d'autres des extinctions tout au long de l'histoire de la Terre. Donc, on est un produit qui est vraisemblablement à peu près unique si on calcule la probabilité ça. Je crois que si jamais la vie existait ailleurs, moi je serais tentée de penser qu'elle va être très différente de ce qu'on connaît. C'est mon impression. Oui, bonsoir. Excusez-moi si je peux me permettre une petite question beaucoup plus légère que toutes celles qu'on a eues. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe au cinéma ? Est-ce que vous allez voir les films qui traitent de tout ça ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sortent, américains ou autres. Est-ce que, à titre personnel, vous allez les voir ou ça vous semble ridicule ? Est-ce que ça apporte quelque chose, vous pensez, ou c'est absolument grotesque ? Enfin, voilà. Pas du tout. Moi, je suis Star Trekeuse. J'ai commencé comme ça. J'ai vu bien entendu tous les films qui sont sortis après la série, Star Wars, etc. Mais il y a eu plein de films sur Mars, Seul sur Mars, etc. Il y a eu Gravity avec Sandra Bullock. Et moi, je vais toujours regarder tout ça, ça m'amuse beaucoup. Parce que je trouve toujours quelque chose d'intéressant à la fin. Par exemple, qui ici a vu le film Gravity ? Ah, dis donc, ok, je peux vous en parler. Donc, ok, c'est pas un spoiler. Vous savez, à la fin, quand elle revient sur Terre, elle tombe dans une ellipse où il y a, comme par hasard,
un lac, hein, d'accord? Donc elle est dedans, elle est dans l'eau, et puis elle sort de l'eau comme ça. Et ben vous savez que c'est une collègue à moi du GPL qui leur a donné ça, parce qu'il y a toujours des conseillers scientifiques, qui leur a dit, vous savez, la vie a émergé, est sortie des océans. Donc à la fin, on va faire, elle renaît. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Et je suis sûre que vous l'avez pas remarqué et que vous n'avez pas fait le rapprochement, mais elle sort de l'eau pour montrer que la vie vraiment renaît en sortant de l'eau. Donc oui, bien sûr, pourquoi pas. Après, on peut rigoler avec certaines choses, mais c'est pourquoi pas, au contraire. Ben, moi, c'est tout le contraire. Moi, les films de science-fiction, ça me donne des boutons. Je ne veux pas les voir. Et en fait, je crois que ce que je reproche essentiellement, j'ai peut-être tort, mais je pense que ça donne aux gens des fausses idées. Et les gens, après, s'imaginent qu'on peut naviguer dans l'espace d'une galaxie à l'autre et tout. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça le sentiment qui m'arrête avec la science-fiction, c'est que ça peut... On peut faire avaler au public des contre-vérités. Ma méfiance, elle est là. Donc vous voyez, vous avez les deux points de vue complètement différents. Bonsoir. Alors moi j'ai deux questions. Une première question un petit peu, enfin qui aborde votre sujet. Quand vous dites que très probablement, enfin même, il y a eu de l'eau liquide sur Mars et sur Vénus, entre autres, est-ce qu'on a une idée de la temporalité, savoir quand ça a eu lieu? Si vous avez parlé d'éventuellement, il y a eu des prémices de vie à ce moment-là. Est-ce que vous avez une idée de temporalité? Ma deuxième question, elle est très triviale, justement, ça va un peu dans le même sens. Quelle est votre attitude et votre pensée au sujet des ovnis et de la vie extraterrestre sur Terre? Alors, je commence. Bon, la première question, le passé de l'histoire de Mars. Oui, on peut dater un peu les événements. Et en fait, on a des grosses incertitudes sur le début de l'histoire de Mars, parce que toujours à cause de ce soleil qui n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui. Et ça pose une question vraiment majeure aux astronomes. Comment, dans ce cas-là, comment est-ce que l'eau liquide a pu être présente alors que le Soleil faisait 70% de ce qu'il fait aujourd'hui et que Mars est évidemment plus loin que... Ça, c'est une question qui vraiment pose problème. Et alors, donc, il y a des modèles qui pensent que finalement, l'atmosphère n'était peut-être pas vraiment plus chaude, mais que le climat était froid, et puis qu'il y a eu des épisodes catastrophiques qui ont permis de réchauffer l'atmosphère. Les épisodes catastrophiques, il y en a deux possibles. C'est soit les chutes de météorites, des gros impacts, soit du volcanisme, à cause de l'énergie interne de la planète. Donc on voyage un petit peu entre ces deux hypothèses-là pour essayer de comprendre comment le climat de Mars a évolué comme il l'a fait. Sur les ovnis, alors, moi, les ovnis, ça me fait penser au délire de monsieur Avi Love sur le premier objet interstellaire, Oumuamua. Donc, juste pour vous rappeler, c'était en 2017, je crois. Un objet est arrivé, très rapide. Il avait une forme étonnante, très allongée. Et un grand astrophysicien américain, était directeur d'un labo de recherche aux États-Unis, a dit que c'était des extraterrestres qui pilotaient un engin, etc. Bon, personne n'a compris d'ailleurs pourquoi il pouvait dire ça. Toute la communauté scientifique lui est tombée dessus. Les scientifiques ne croient pas aux ovnis, non. De manière générale. Alors après, d'ailleurs, les deux autres objets interstellaires qui sont arrivés après, ils ont été identifiés comme des comètes, beaucoup plus normales. Et bon, encore une fois, disons, le buzz est redescendu assez vite. Tiens, je n'ai rien à rajouter. Je crois qu'il y a plusieurs questions. Oui. Et puis il y a un monsieur devant. Oui, et il y a un monsieur là. Je m'arrête au milieu, puis après ça, je descendrai. Alors il y a une contrainte qui est forte, qui est la vitesse de la lumière, ce qui fait que la rencontre d'autres intelligences va être soumise
à cette contrainte. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que ça viendrait sous forme de signaux électromagnétiques. Oui. Donc de ce côté-là, on a un programme qui s'appelle SETI, qui est mis en œuvre pour essayer de trouver des formes d'intelligence. Est-ce qu'on se prémunit contre la possibilité d'être empoisonné, entre guillemets, par de l'information recueillie par le programme SETI? Est-ce qu'on imagine qu'il puisse y avoir un danger de ce côté-là? Et dans ce cas-là, que pourrait-on faire? Un danger? Je ne crois pas qu'on ait jamais analysé ça. En fait, le programme SETI, depuis les années 70, on n'a jamais rien trouvé, sauf le fameux signal WOW. Ils ont vu un jour un pic, sans aucune répétition après. Et ce pic, ils ne pouvaient pas l'expliquer, effectivement. Mais à part ça, SETI, pour l'instant, n'a rien trouvé. D'ailleurs, à cette occasion, je voudrais rappeler quelque chose, c'est le fameux paradoxe de Fermi qui dit que comment se fait-il qu'il ne nous ait pas déjà rencontrés? Je crois qu'il y a un facteur très important dans l'équation, c'est la durée de vie d'une civilisation. Et la durée de vie d'une civilisation, il n'y a qu'à voir où on va nous, c'est quelque chose d'infiniment petit à l'égard de l'univers. Et moi, je suis tentée de penser que c'est ça la réponse au paradoxe de Fermi. Tout simplement, les civilisations avancées, elles ne durent pas longtemps. C'était une parenthèse. Oui, j'aurais deux questions sur les missions autour de JUICE et Europa Clipper et sur Titan. Je commence par Titan, qui est, si j'ai bien compris, une de vos missions, une de vos objets fétiches. Vous avez dit tout à l'heure que la mission Dragonfly allait peut-être chercher à détecter des biosignatures sur Titan. Biosignatures, donc des signatures de vie. Donc vous supposez qu'il y a peut-être de la vie sur Titan, sachant qu'il n'y a pas d'eau. Et qu'il y a eu une première mission envoyée dans la mission Cassini-Huygens, où il y a un atterrisseur qui est allé voir et qui a vu l'atmosphère de Titan, qui n'était quand même pas complètement compatible avec la vie. Donc comment vous pouvez trouver des traces de vie là-dessus? Et j'en ai une deuxième après, peut-être sur là. Oui, non, rapidement, Titan aussi, on pense à un océan d'eau liquide sous la surface. Et l'intérêt de Dragonfly, quand on parle de biosignature, j'ai mentionné tout à l'heure aussi les possibilités d'une vie des méthanogènes dans le méthane. Ce qui coule à la surface de Titan, c'est du méthane. C'est un autre liquide, hein, mais c'est pas de l'eau. Par contre, il y a un océan d'eau liquide sous la surface. Alors, toute l'idée, Huygens, on l'a fait atterrir à un seul endroit, et il bougeait pas, et il est resté là, il nous a renvoyé 350 images. Mais on a vu le contexte autour, et on a vu qu'il y avait un liquide qui coulait, du méthane, dans un lit de rivière. Par contre, l'idée de Dragonfly, c'est qu'en allant à différents endroits, on pourrait voir, par exemple, des traces d'éjection par des cryovolcans, s'il y a ce type d'activité, de l'eau qui se trouve à l'intérieur, qui va se déposer en se glaçant à côté du cryovolcan. Et dans ce cas-là, on peut étudier et regarder dedans que ce soit des traces de molécules ou des traces de fossiles, si je puis dire, qui viennent de l'océan d'eau liquide qui est à l'intérieur, ou à l'endroit où il va se poser, effectivement, regarder s'il y a des indications, sinon de biosignatures, carrément d'une chimie organique développée, parce que dans l'atmosphère de Titan, on a des molécules prébiotiques déjà. Il y a l'acide cyanhydrique qui est une molécule prébiotique. Et la question pour moi, plus que des biosignatures, c'est de savoir quel est le degré de complexité de la chimie atteint sur Titan. C'est ça qu'on voudrait savoir. Mais il y a des geysers aussi. Et non, sur Titan, on n'a pas encore vu des geysers. On a vu des traces de cryovolcans. Ça veut dire qu'il y a des activités par moment, mais il y a des saisons sur Titan, je vous disais, 7 ans et demi, 7 ans et demi, 7 ans et demi, parce qu'une année, c'est 30 ans. Donc, on est tombé avec Huygens à une saison sèche, et avec Cassini, qui a fait 13 ans d'études, on a vu que 2 sur les 4 saisons. C'est comme si sur Terre, on arrivait, qu'on voyait que le printemps et l'été, on se disait, oh là là, il fait toujours chaud là-bas. Donc, il nous faut plus d'exploration, effectivement, in situ, avec ce drone.
Et ma deuxième question, c'était est-ce que les deux missions JUICE et Europa Clipper sont vraiment équipées pour faire de l'exobiologie, c'est-à-dire de pouvoir détecter des traces, d'éventuelles traces de biosignature dans les geysers possibles, sachant qu'ils ne sont pas aussi forts que ceux d'Encelade, si j'ai bien compris. Voilà, Cassini est passé en fait à travers les geysers d'Encelade lors du périple entre 2004 et 2017 à 25 km d'altitude. Donc on est allé vraiment très très bas et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui un spectre avec tous les organiques qu'on trouve dans les geysers d'Encelade. Le problème, c'est qu'on avait un spectromètre de masse très limité. Il ne pouvait pas aller très loin en AMU, c'est-à-dire il ne pouvait pas aller mesurer des masses très élevées. Et c'est ça qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand on retourne effectivement avec ces missions-là, là ce n'est pas le cas pour Encelade, parce qu'on parle des orbitaires Jupiter et JUICE et Europa Clipper, mais Europe a aussi des geysers. Et donc, si on peut passer à travers, là, on a un spectromètre de masse à beaucoup plus élevé, à capacité beaucoup plus élevée. Donc, on pourra voir s'il y a une chimie organique beaucoup plus complexe. Je ne garantis pas des biosignatures, mais au moins, on verra ça. Puis les biosignatures, si c'est de l'ozone ou si c'est du CO2 ou si c'est des choses comme ça, on pourra les voir avec l'orbiteur, on pourra les mesurer. Oui, bonsoir. J'ai une première question. Vous avez parlé de Jupiter qui aurait pu se plus fort. Et vous avez parlé de Jupiter qui aurait pu se transformer en Soleil. Si vous pouvez juste nous en dire un peu plus. Et aussi sur les futures missions, quels sont les objectifs de la Chine dans votre domaine, si vous savez un peu ce qu'ils ont projeté. Oui, pour Jupiter, je ne suis pas un spécialiste, mais sa masse, la masse qu'il a aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est la plus grosse planète qu'on a dans le système solaire, aurait pu permettre un allumage. D'ailleurs, sa composition avec le Soleil, c'est similaire, hein, parce qu'au moment où ça se formait, c'était de l'hydrogène et de l'hélium. Et donc, il aurait pu s'allumer. Il lui manquait un tout petit peu, je pense, au niveau de la masse. Donc, on est resté avec notre Soleil, ce qui est très bien. Alors, pour les missions chinoises, alors les Chinois sont quand même le seul pays au jour d'aujourd'hui qui a pu aller regarder et se poser sur la face arrière de la Lune. On avait essayé de le faire, hein, je peux vous assurer, pendant très très longtemps, que ce soit les Européens, les Russes ou les Américains, ils ont réussi du premier coup. C'est aussi le seul pays qui a réussi aussi du premier coup d'aller sur Mars, mettre un orbiteur autour de Mars, poser à revers le fameux petit Tsurong à la surface, le déployer et faire des mesures. C'est quelque chose de... Alors, et avec la mission, ça c'était la mission Tianwen 1 sur Mars. Ils ont un programme extrêmement ambitieux. Chang'e, c'est la mission Chang'e, c'est la série de missions qui sont allées sur la Lune et donc ont ramené des échantillons. Tous les échantillons les plus récents qu'on a aujourd'hui de la Lune viennent des Chinois qui ont d'ailleurs donné une partie de ces échantillons au CNES en France, qu'on étudie actuellement. Le programme Tianwen, c'est les planètes. Donc Tianwen 1, c'était Mars, orbiteur et rover. Tianwen 2, c'est les astéroïdes. Donc ils ont une mission qu'ils vont lancer pour étudier des astéroïdes. Tianwen 3, c'est la mission que Thérèse a montrée, qu'eux vont ramener des échantillons. La différence avec le programme MSR Mars Sample Return, qui voulait aller récupérer des échantillons à différents endroits, c'est qu'eux, ils ne s'embêtent pas, ils vont à un seul endroit, ils creusent, ils récupèrent les échantillons, ils rentrent. C'est déjà bien parce qu'ils seront les premiers à avoir amené des échantillons. Et Tianwen 4, ça sera Jupiter. Ils vont aller à Jupiter aussi. Donc, je n'ai aucun doute dans ma tête qu'ils arrivent à faire tout ça parce que ils ont plus que de l'argent, ils ont le manpower. Et franchement, il y a des gens, beaucoup de gens, moi j'ai vu leurs installations, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, donc ils vont réussir à faire ça avec leur mission spatiale. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est l'heure, je vous propose que